Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi à Dakar et partout au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Au sommaire de cette édition, enquête sur l'accident d'hélicoptère de la MINUSMA qui a coûté la vie à 4 militaires sénégalais, dernier bilan. La procédure s'annonce longue et complexe. Dossier complet dans ce journal. Rapatriement du corps de l'ancien député Alkali Cissé décédé en Arabie Saoudite. La procédure se complique avec la justice saoudienne qui exige le remboursement de la somme due par le défunt. Déguerpissement des immeubles des Lyonnes aux HLM Mariste. Les habitants toujours sur place et toujours plus déterminés à se faire prendre en charge par l'État. Ce matin, l'eau et l'électricité ont été rétablies dans les appartements. Jour J-10 avant le Grand Magal de Touba, notre reportage Safar du jour. Comment les étudiants de l'Université de Dakar s'y préparent-ils à suivre notre reportage? Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Pour les titres de l'actualité internationale. D'abord, cette attaque meurtrière au nord du Rwanda. Le dernier bilan fait état de 14 morts. 19 personnes présentées comme des terroristes ont été tuées. Les législatives en Tunisie, les partis Enarda et Kalb Tounes de Nabil Karoui revendiquent chacun la victoire. Et puis c'est parti pour la saison des Nobel. Le premier Nobel 2019, celui de médecine, a été décerné à 2 chercheurs américains et un britannique pour des travaux permettant de lutter contre le cancer et l'anémie. Le détail dans un instant. À tout à l'heure, Anna Rocha. Malal Diagne Junior pour les titres de l'actualité sportive. Bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. On parlera de football avec la première séance d'entraînement des Lions A du Sénégal. Ils préparent la rencontre amicale du 10 octobre prochain devant opposer le Sénégal au Brésil. Tournoi de l'UFOA, on connaît les affiches des demi-finales. Le Sénégal fera face au Mali. Basketball, enfin, on joue cet après-midi les demi-finales de la Coupe du Sénégal chez les filles. Rendez-vous tout à l'heure également pour le développement de tous ces titres. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre après le crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise en Centrafrique. Aucun élément de l'enquête n'est rendu public, mais il faut souligner que celle-ci doit être menée par la République centrafricaine conformément au pouvoir d'enquête du Sénégal. La mission de l'ONU peut être représentant accrédité. Georges Diop a tenté d'en savoir davantage. L'aéronef est une propriété du Sénégal, mais c'est l'ONU qui a souscrit à l'assurance. Pour autant, les États, le Sénégal par exemple, peuvent prévoir ces genres d'accidents de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise en termes d'indemnisation ou autre. Mais les nations l'ont déjà inscrit dans leur procédure. Les Nations Unies, ce n'est pas la seule chose prévue par l'ONU. L'Organisation des Nations Unies marque d'un point d'honneur les enquêtes sur les accidents. Et pour ce qui est des accidents touchant un aéronef militaire, c'est le cas de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise qui a craché en RCA. Ils doivent faire l'objet d'une enquête menée par l'autorité de l'État d'occurrence, c'est-à-dire la Centrafrique seulement. Le manuel concernant les unités d'aviation militaire prenant part à des missions de maintien de la paix de l'ONU souligne que l'enquête doit être faite conformément au pouvoir d'enquête pertinent du gouvernement de l'État auquel l'aéronef militaire appartient. Le Sénégal, dans ce cas de figure. Le document datant de 2015 mentionne que la mission de l'ONU en cause dans le rapport d'accident va communiquer à l'autorité d'occurrence chargée de l'enquête et au gouvernement de l'État auquel l'aéronef militaire appartient l'intention d'être un représentant accrédité. D'où la question de savoir maintenant si toutes ces étapes ont été mises en œuvre. La Centrafrique a-t-elle ouvert une enquête? Le Sénégal a-t-il saisi la RCA de ses pouvoirs d'enquête? Tout porte à croire, en tous les cas, qu'on en est à l'enquête préliminaire pour déterminer la cause probable de l'accident. Cela est à la charge du commandant de l'unité de l'aviation militaire. Georges Diop, merci. Tout autre chose maintenant, l'affaire Alkali Cissé du nom du défunt ancien député libéral révèle la complexité du droit saoudien, accusé d'escroquerie sur un montant de 3 milliards de francs CFA par un homme d'affaires saoudien. Sa famille peine toujours à rapatrier la dépouille d'Alkali Cissé, qui a pourtant purgé la totalité de sa peine de prison depuis l'année dernière. Le juge saoudien réclame le remboursement de la somme due avant toute action. Les détails d'un dossier difficile qui dure depuis plusieurs années maintenant. Mamadou Amar Dione.
La famille d'Al-Khali Cissé est assise entre deux chaises. La douleur de la mort de l'ancien député libéral est corsée par la décision de l'Arabie Saoudite de ne pas rapatrier le corps sans vie. Maître Abdoulaye Tine, son avocat qui a utilisé toutes les voies de recours, s'est heurté au mur dressé par la loi saoudienne. Avec les péripéties de son extradition par le Maroc sur demande de l'Arabie Saoudite, Al-Khali Cissé poursuivi pour charlatanisme et maraboutage, escroquerie sur 20 millions de rials, à savoir 3 milliards de francs CFA. Une fois en terre saoudienne, le juge l'a mis en prison pour une peine de 6 ans. Depuis 2012, Al-Khali Cissé est resté sous les verrous. C'est l'année dernière qu'il a purgé l'intégralité de sa peine. Et là encore, le juge saoudien est resté ferme. Il faut que le prisonnier sénégalais rembourse les 3 milliards de francs CFA. Même une somme partielle n'est pas acceptée. Malade, Al-Khali Cissé meurt dimanche dernier et la justice saoudienne retient sa dépouille afin de contraindre ses héritiers à payer avant d'en disposer. Maître Abdoulaye Tine dénonce la violation du droit international et par le Maroc et par l'Arabie Saoudite. Sur cette affaire, le Sénégal aurait pu user de sa protection diplomatique, souligne l'avocat. Pour l'instant, le droit saoudien est bien clair. Le dossier n'est pas fini et l'extinction des poursuites ne concerne que la partie pénale. Les héritiers pourraient être contraints à rembourser l'argent dû à un richissime homme d'affaires saoudien. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey ont entamé une grève illimitée depuis ce matin. Ils déplorent leurs conditions d'études et le non-respect des engagements du ministère de l'Enseignement supérieur. Ces étudiants réclament notamment l'achèvement des travaux de construction de logements et du restaurant universitaire. Écoutons le président de la coordination des étudiants de Bambey, Mohamed Sarr, au micro de Babacar Diouf. Ce que nous avions eu à constater, c'est que nous avons trouvé l'université dans un état où on ne pouvait pas pratiquer ces examens, les organiser ou même les faire. Parce que les étudiants ne pouvaient pas vivre dans ces conditions que nous avions trouvées ici. Et pour ces motifs, nous avions décrété une grève, ainsi annulant tous les examens qui ont été programmés. Nous avions déposé une plateforme avant même qu'il y ait passation de service entre le recteur Lamine Gueye et l'actuel recteur. Pour ces raisons, quand même, nous avons décidé de poursuivre ce mouvement parce que nous n'avons jusqu'à présent pas eu satisfaction sur nos points de revendication. Ce sont les mêmes revendications, la construction de logements sociaux pour accueillir les étudiants, c'est l'achèvement de notre restaurant. Et si vous pouvez après faire le tour de l'université, vous verrez qu'il y a beaucoup de manquements dans cette université qui permettent qu'actuellement, même les chiffres qui sont annoncés pour le compte de l'année académique 2019-2020, c'est-à-dire l'orientation des nouveaux bacheliers, nous avons eu comme écho qu'il sera orienté à l'université 3000 étudiants. Et 3000 étudiants, même la ville de Bambey, actuellement, n'arrive pas à accueillir ce nombre. Parlons maintenant de l'État et des établissements supérieurs d'enseignement privé qui jouent les prolongations sur la dette due par l'une des parties à l'autre. L'État a ordonné un audit pour certification de cette dette. Le QDOPES, le cadre unitaire des organisations privées d'enseignement supérieur, approuve une telle décision. Toutefois, il précise que l'urgence reste la reprise des cours par les étudiants qui ont été renvoyés. Le porte-parole du QDOPES, Daour Diop, est joint par El Haj Ndiogoudjen. L'IGF nous avait saisi pour effectivement des documents nécessaires pour la fourniture de documents nécessaires pour la certification donc de la dette. Et je crois que durant le second semestre, durant la deuxième quinzaine du mois de septembre, en tout cas tous les établissements membres du QDOPES donc ont fait le nécessaire pour que ces documents-là soient mis à la disposition donc de l'IGF. Pour nous, c'est tout à fait normal de certifier. Mais encore une fois, pour nous, le plus important à l'heure actuelle, c'est de décanter la situation de plus de 30 000 étudiants qui sont suspendus de cours depuis le 31 juillet. Et pour cela, je crois que si vous vous rappelez bien, le ministre de l'Enseignement supérieur avait promis 3 milliards, donc d'ici décembre, et nous avions dit en son temps que nous attendons l'échéancier de décaissement de ces 3 milliards pour pouvoir reprendre les cours. Depuis lors, donc il n'y a pas eu de réaction par rapport à ça. Et encore une fois, le plus important, c'est cette situation, c'est-à-dire la reprise donc des enseignements.
le plus important, encore une fois, c'est la reprise des cours. Restons dans le domaine de l'enseignement pour parler de la rentrée des classes qui rime bien avec nombreuses dépenses. Et pour les petites bourses, c'est compliqué de joindre les deux bouts. Inscriptions et fournitures scolaires ne sont pas encore au complet pour beaucoup. Nafissa Toussila. Merci, Khana, merci. Parce que amna 8 élèves 8 enfants à sa charge. Très difficile pour cette vendeuse d'eau fraîche de permettre à ses potaches d'avoir une rentrée scolaire effective. Il y en a 2 qui doivent aller à la maternelle, les autres au CM. 15 000 francs par élève, ce n'est pas facile. Le papa n'a pas les moyens. C'est pourquoi je vends les sachets d'eau. Et les enfants de Ami Diouf n'ont pas encore... Ce n'est pas facile. Le papa n'a pas les moyens. C'est pourquoi je vends les sachets d'eau. Et les enfants de Ami Diouf n'ont pas encore toutes les fournitures nécessaires. Les plus petits, c'est près de 30 000 francs chacun. Même si c'est l'école publique, je n'ai encore rien. Même situation pour Maguette Niang, qui revient de l'école Liberté 6 et qui dit ne pas avoir de quoi inscrire l'un de ses enfants. Elle a dû rebrousser chemin. Tout est cher. On m'avait dit que je ne devais même pas payer les frais d'inscription, mais le directeur me demande 5 000 francs. Comme je n'ai pas ce montant, je rentre à la maison avec mon enfant. Pour cet agent de santé et tuteur de 3 élèves, ce n'est pas du tout simple. C'est toujours compliqué chaque année, mais voilà, on fait le maximum. Je suis obligé de satisfaire tous les besoins des enfants, des élèves et tout ça, franchement. Si tu as 3 élèves, comme par exemple moi, j'ai 3, je suis obligé d'inscrire tous les 3. Et en même temps, et on fait les fournitures, tout ça. Mais vraiment, c'est bon, mais quand même, c'est intéressant. Quoi. C'est l'essentiel. Les fournitures, ça varie. Quoi. C'est entre jusqu'à 15 à 20 000 francs quoi, pour chaque élève. Ubitei, Djangitei, fournitures et inscriptions au complet, ce n'est pas évident pour de nombreux parents d'élèves qui espèrent plus que tout être encore allégés de nombreuses dépenses. RFM, la radio de toute l'actualité. La journée internationale de l'habitat est célébrée aujourd'hui comme tous les premiers lundis du mois d'octobre depuis 34 ans maintenant. Cette année, la journée mondiale vise la promotion de la contribution des technologies de pointe à la gestion durable des déchets afin de réaliser l'objectif de développement numéro 11 et parvenir à des villes inclusives, sûres, résilientes et durables. À l'occasion de cette journée internationale, nous nous rendons à la cité Baraka de Liberté 6 Extension. Les populations déplacées attendent toujours de recevoir les premiers lots de maisons sociales. Le délai avancé est dépassé, mais elles gardent ces populations espoir, encore que les promesses vont être tenues. Elles gardent donc espoir que les promesses seront tenues. Reportage Papa Balagay. Papa Balagay, son reportage que nous entendrons dans un petit instant. Nous parlons à présent du déguerpissement des occupants des immeubles des Lyonnes 6 au Mariste qui n'a pas eu lieu ce matin. Les habitants pensent que l'Assemblée générale d'hier a fait réfléchir les autorités. Ils demandent tout de même au ministre de l'Intérieur de trouver une solution rapide et définitive. Madiop Sarr fait partie du collectif. Il est au micro de Salimata Aou. À notre grande surprise, on n'a pas vu un déguerpissement parce que hier, on avait une assemblée générale. Bon, à l'issue de cette assemblée générale, peut-être les autorités ont jugé vraiment de ne pas venir déranger les gens, bon, les sortir comme ça, manu militari, je pense que c'est ça quoi. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière leur tête. Est-ce qu'ils n'ont pas décalé pour quelques jours ou bien est-ce qu'ils vont venir? On ne sait pas, on vit vraiment dans l'expectative quoi. On ne sait même pas à quel sens se vouer quoi. Bon, le problème de l'eau et de l'électricité a été rétabli, fort heureusement, parce que c'était une coupure. Bon, qui était un peu plus général. Il paraît qu'il y avait un tuyau qui s'était cassé, etc. Bon, mais heureusement qu'on a retrouvé de l'eau et l'électricité. Mais rien n'est exclu avec ces gens-là. Parce que c'est le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui est en charge du dossier. Aly Ngouille Ndiaye, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous quittons les lieux là pour maintenant appeler les bailleurs de fonds. La condition sine qua non, c'est qu'il faut quitter.
Mais on ne peut pas quitter comme ça. On nous a donné 6 mois de location, mais 6 mois de location, ça ne règle rien. Nous reparlons de la journée internationale de l'habitat et nous retournons à la cité Baraka de Liberté 6 Extension où les populations déplacées attendent toujours de recevoir les premiers lots de maisons sociales. Le délai est dépassé, mais elles gardent espoir que les promesses seront quand même tenues. Reportage Papa Balagui. Cité Baraka de Liberté 6, les bâtiments sortent de terre comme des champignons et les ouvriers à pied d'œuvre pour terminer les premiers lots de 210 logements sociaux. Ici, chaque père de famille s'impatiente de recevoir son appartement flambant neuf et abandonner les baraques. Ousmane Gueye est l'un d'eux. Seuls les premiers recensés seront servis. Après, ce sera le tour des autres qui seront déguerpis et relogés par la suite. Délégué de quartier, El Hadj Abdou Sey regrette pour autant la lenteur notée dans les constructions alors que les délais sont dépassés depuis. La construction demande du temps. Souvent, les délais ne sont pas respectés. Il y avait pénurie de sable et cela a impacté carrément l'exécution des travaux. Toujours dans l'attente, les habitants de Baraka gardent encore espoir de recevoir leurs appartements clés en main. Allons à présent à Mboro, dans le département de Tivaouane. Mboro qui crie sa soif. Depuis 5 jours, l'eau ne coule pas dans tous les quartiers de la localité. Les populations sont sorties pour réclamer l'eau. Correspondance Cheikh Anta Diop. Les populations de Mboro ont manifesté leur ras-le-bol face au manque d'eau. Nous sommes fatigués. Les femmes de Mboro parcourent de nombreux kilomètres pour avoir le liquide précieux. Nous sommes obligés d'aller au niveau des cités des ICS pour recueillir quelques gouttes d'eau. Dans cette localité du département de Tivaouane, il y a certes 2 forages, des bornes fontaines dans les quartiers, mais l'eau ne coule pas depuis 5 jours. Cheikh Tidiane Ndiaye, ancien député de la 2e législature. Il y a des difficultés pour l'alimentation en eau. 5 jours tenus ou bien, on n'a pas d'eau aussi à Mboro. Bien difficilement. Les gens prennent des charrettes. Il y a des familles qui payent chaque jour 10 000 francs. Hier, j'ai payé 5 000 francs dans l'après-midi pour que je puisse avoir de l'eau. L'OFOR, l'Office des forages ruraux, gestionnaire des forages, est pointé du doigt. Dissoudre la DEM qui gère l'eau avant pour créer une chose qu'on appelle OFOR. On ne peut pas comprendre que les gens payent leurs factures alors que si le courant est coupé ici à Mboro, l'OFOR et Aquatec n'ont pas pris les mesures pour quand même les mettre des groupes électrogènes pour que ces forages-là fonctionnent. À Mboro avant, il y avait ce forage exagéré de Lompoul à Sao. Maintenant à Mboro, c'est même pas 2 km. Et on a 2 forages. Cela dit, les populations réclament des forages qui répondent aux normes. Pour elles, les 2 forages qui alimentent Mboro et environ ne peuvent plus satisfaire la demande. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Pour clore ce chapitre, actualité, Assemblée nationale, place Soweto, la commission des lois se penche depuis ce matin sur la proposition de loi qui vise à modifier le règlement intérieur de l'Assemblée. La proposition de loi sera examinée par les députés réunis en plénière vendredi prochain. Autre dossier sur la table des députés, l'affaire du détournement allégué de 94 milliards de francs CFA par l'ancien directeur des domaines. L'Assemblée nationale va débattre du rapport de la commission d'enquête qu'elle avait mise en place pour tirer cette affaire au clair. Nous apprenons que cette plénière aura lieu à huis clos. Ce week-end, Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF qui avait porté cette accusation contre Mamour Diallo, a déclaré que le pouvoir du président Macky Sall ourdirait un complot contre lui pour l'empêcher de se présenter aux prochaines élections présidentielles. La réaction de la majorité parlementaire ne s'est pas fait attendre. Le président du groupe parlementaire majoritaire, Aimé Rouning, dément cette information. Vous aurez plus d'informations sur ce dossier lors de nos prochaines éditions. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Anna Rochard. Rebonjour Souleymane. Un mouvement pour renforcer l'amitié sénégalo-mauritanienne a vu le jour. Un mouvement lancé hier dimanche à Nouakchott en présence de personnalités politiques et religieuses des 2 pays. L'objectif est donc de rapprocher davantage les 2 peuples. La correspondance de Mohamed Diop. Le lancement officiel de l'association a eu lieu à la nouvelle maison de jeunes de Nouakchott, la capitale.
La cérémonie était marquée par des conférences sur les relations entre la Mauritanie et le Sénégal. Des relations façonnées surtout par la religion, dit l'historien mauritanien Nani Ould El Mami. L'un des facteurs fondamentaux de rapprochement est la religion. Les deux peuples partagent la même religion. Les confréries soufis ont d'ailleurs joué un rôle déterminant dans ce sens. Également, le fleuve à la frontière des deux pays a toujours constitué un trait d'union, souligne l'autre conférencier, le Sénégalais Cheikh Mourtada Bousso. Un de mes professeurs me disait toujours que le fleuve Sénégal ne sépare pas la Mauritanie du Sénégal. Plutôt, il les relie. C'est un fleuve qui unit le peuple mauritanien et sénégalais. Le fleuve Sénégal a d'ailleurs créé une dynamique économique qui s'inscrit dans l'intérêt vital des deux pays, note le député mauritanien Bamadine. Les présidents Macky Sall et Mohamed Ould Abdelaziz se sont inspirés de ce qui s'est passé pour l'OMVS pour créer une dynamique de coopération et d'exploitation commune des ressources en gaz et en pétrole. Le député appelle la nouvelle association à contribuer au renforcement des relations entre Sénégalais et Mauritaniens. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. La panique au Rwanda après une attaque meurtrière dans le nord. Le bilan de cette attaque survenue dans la nuit de vendredi à samedi est passé de 8 à 14 morts. Certains blessés ont succombé à leurs blessures. Selon la police rwandaise, 19 personnes qualifiées de terroristes ont été arrêtées. Des enquêtes sont en cours. Le Front démocratique de libération du Rwanda, milice Hutu fondée par des responsables du génocide rwandais de 1994, serait derrière cette attaque. Adi Maguette Ndiaye. La police rwandaise a indiqué le nombre de victimes tuées. Il est passé de 8 à 14. Elle a également affirmé que les services de sécurité ont tué 19 personnes et en ont capturé 5 parmi les agresseurs. Les suspects arrêtés, qui ont été montrés hier soir à Moussandje, ont déclaré qu'ils appartenaient aux forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Ce groupe n'a pas officiellement revendiqué la responsabilité de l'attaque. Selon le témoignage d'une femme, c'est vers 21h que les agresseurs sont venus rassembler les gens du quartier et en ont commencé à fouiller les magasins. Lors de l'inhumation des victimes, les autorités locales ont dit aux gens de ne pas s'inquiéter parce que l'armée a restauré la paix. Après l'attaque, l'Office du développement du Rwanda, chargé du tourisme, a déclaré que les services de sécurité avaient rétabli l'ordre et que les services touristiques se poursuivaient normalement dans le parc national des volcans. L'actualité internationale au Maghreb, lendemain des législatives en Tunisie, les partis Ennahda et Qalb Tounes de Nabil Karoui, finalistes de la présidentielle, revendiquent chacun leur victoire. Les premiers résultats officiels sont attendus par contre mercredi. Djouma Diouf. 2 sondages publiés par des instituts tunisiens ont estimé que le parti à inspiration islamiste Ennahda avait gagné le plus grand nombre de sièges, 40 sur 217 contre 30 à 35 pour le parti de Nabil Karoui. Les deux formations ont revendiqué leur victoire devant la presse sans donner de chiffres. Les résultats préliminaires sont attendus mercredi, a indiqué l'instance en charge des élections. Si ces sondages sont confirmés, Ennahda va encore perdre du terrain et la nouvelle assemblée s'annonce morcelée. Quel que soit le gagnant, il lui sera difficile de rassembler une majorité car les deux formations ont exclu toute alliance durant la campagne. Anna Rocha, c'est parti pour la saison des Nobel. Et ce matin, Souleymane, le prix Nobel de la médecine a été décerné à 2 chercheurs américains et un britannique. Ils ont été récompensés pour des travaux sur l'adaptation des cellules aux besoins en oxygène, des travaux qui ouvrent des perspectives dans le traitement du cancer et de l'anémie. Ce prix de médecine ouvre également la saison des Nobel 2019, récompense les plus convoitées au monde. Le Nobel de la paix sera lui dévoilé vendredi prochain. Anna Rocha, merci. Il est 12h24. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. RFM Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Souleymane.
Première séance d'entraînement des Lions du football. Le Sénégal prépare la rencontre du 10 octobre prochain. C'est un match amical qui doit opposer les Lions à l'équipe nationale du Brésil. Et ce matin, les Lions se sont entraînés au stade de Roissy en France, à Paris, où l'équipe nationale est en regroupement depuis hier. Hier, donc, ils étaient 18 à répondre à l'appel du sélectionneur. L'équipe nationale du Sénégal doit donc quitter le 8 prochain la capitale française pour se rendre à Singapour. La rencontre aura lieu donc jeudi prochain à 12h GMT, Brésil-Sénégal, une rencontre historique. Tournoi de l'UFOA, le Sénégal joue contre le Mali en demi-finale. C'est tombé depuis hier. Les Maliens ont validé leur ticket pour ces demi-finales et vont retrouver l'équipe nationale du Sénégal. Il s'agit de l'équipe nationale locale entraînée par Serigne Saliou Dia qui ce matin donc a analysé cette affiche qui promet d'être un duel entre voisins. Mais pour le sélectionneur des Lions locaux, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est un match de foot et ces joueurs sont prêts. Serigne Saliou Dia que nous écoutons. Jouer contre le Mali constitue aussi l'un des rêves de la sous-région. C'est pour ça que là, ça va être un match très, très disputé, très engagé. Je pense qu'il va falloir être très déterminé, à être très motivé. Voilà, surtout après le reste, il fait respecter le point de jeu, profiter un peu des faiblesses de l'adversaire. Et je pense par rapport à ça, on a mis des stratégies en place pour essayer de venir à bout de cette équipe. Alors, parce que depuis quelques temps, on a joué contre Guinée-Conakry, après contre Guinée-Bissau. Donc là, on est un peu habitué à ces dérives de la sous-région. La constante est qu'au-delà même de ces dérives, je pense que le footballeur sénégalais doit avoir un état d'esprit conquérant, un état d'esprit où il ne faut pas changer de monde, il faut jouer tout le temps à 100%. Et je pense que c'est ça qu'on est en train d'inculquer au corps pour qu'il y ait cette culture en plus ou moins de la gagne, cette culture aussi de la compétitivité, cette culture du fight spirit. Je pense maintenant le foot moderne, au-delà des considérations technico-tactiques, le mental et l'attitude doit faire la différence. Par rapport à ça, je pense que nous n'aurons pas d'appréhension sur ça. Le match Sénégal-Mali, ce sera donc mercredi prochain au stade La Dior de Thiès. Demain, on aura la première demi-finale de ce tournoi de l'UFOA. La Côte d'Ivoire fera face au Ghana. Basketball à présent, on joue les demi-finales chez les filles. Les demi-finales de la Coupe du Sénégal, précisément, avec deux affiches cet après-midi. L'une est à Dakar à 17h au Stadium Marius Ndiaye. L'AS Ville de Dakar joue contre le Dakar University Club. Et à Saint-Louis, les filles de Saint-Louis Basket Club jouent contre Isexport. La manche retour est prévue samedi prochain. Merci Malal Diagne Junior. 94.0, la radio en puissance. Jour J-10 avant le Grand Magal de Touba, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar préparent le Grand Magal. Prévu le 17 octobre donc, mais cette année, ils n'ont pas organisé leur traditionnelle cérémonie de Safar. Suivons le reportage de Fatima Tali. Comme de coutume, Safar se célèbre partout au Sénégal. Les temples du savoir ne sont pas en reste. Mais cette année, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar fera exception. La raison principale, manque de bras, nous dit Abdoulaye Gueye. Cette fois-ci, pourquoi les appareils sont détachés. La moitié dans le nettoiement du magal qui s'approche. Alors les autres appareils sont au village pour faire la culture. Alors pour faire la culture du ça s'appelle culture. Alors le reste parce que c'est une bypass en même temps que non pas là. Les moyens financiers aussi manquent car ils ne comptent que sur les bienfaiteurs pour y arriver. Ça passe sans l'argent, sans des gens qui nous ont aidés pour faire ça. C'est ça que nous appelle faire calmer quoi. Attends le magal du Touba. Il y a des gens qui sont très bons, des bons qui travaillent ici au l'université. Nous a aidé quoi. À chaque fois de faire aussi si on fait ça. Voilà, c'est ça que ça. Chaque année on fait ça. Le Grand Magal de Touba, un moment particulier pour les mourites de partager, communier. Les étudiants de cette université préparent l'événement. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue qui s'intéresse aujourd'hui à la question de l'habitat à l'occasion de la journée internationale de l'habitat célébrée aujourd'hui partout dans le monde, comme tous les premiers lundis du mois d'octobre depuis 1984 maintenant. Et 1985 plutôt. Et nous avons en ligne M. Nicolas Ndiaye, honorable député, président de la commission urbanisme, habitat, équipement et transport à l'Assemblée nationale. Et nous serons en ligne également avec Eliman Sall, président de l'Association pour la défense des locataires. Monsieur Ndiaye, bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes le président de la commission urbanisme, habitat, équipement et transport de l'Assemblée nationale. D'abord, quel est votre message en cette journée internationale de l'habitat à l'endroit des Sénégalais? Oui. D'abord, saluer l'instauration d'une journée de l'habitat parce que l'habitat, quand même, est un aspect très important de la vie des gens. Si vous remarquez au Sénégal, Amker fait partie, avoir une maison, avoir un habitat fait partie des premières préoccupations des Sénégalais, surtout en ville. Donc une journée de l'habitat est un moment essentiel. Voilà. Très bien. Alors, Dakar en particulier est une ville surpeuplée, absolument désordonnée. Quelles sont les mesures que l'État prend, après que l'Assemblée nationale, bien naturellement, ait pris les lois en la matière, pour améliorer cet habitat et se mettre un peu plus en conformité avec le thème d'ailleurs qui est des villes sûres, inclusives, résilientes et durables? Voilà. Je pense que la mesure phare que le gouvernement du président Macky Sall a prise, c'est l'érection d'une nouvelle ville, de la nouvelle ville qu'est Diamniadio. Dakar est une ville macrocéphalique. Un quart de la population du Sénégal est à Dakar. 80% des activités industrielles, une très grande partie du parc automobile, presque 80% aussi des activités économiques. Donc, Dakar étouffe le quart de la population dans 0,3% du territoire. C'est pour cela, je pense, que le gouvernement du Sénégal a pris la mesure phare de désengorger Dakar en favorisant l'érection d'une nouvelle ville à Diamniadio. Cette ville sera une ville multifonctionnelle. Parce que si vous remarquez Dakar, ce n'est pas une ville multifonctionnelle. Le matin, toutes les voitures se dirigent vers le plateau et l'après-midi, toutes les voitures, une grande partie en tout cas, descendent. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas un bon aménagement de la ville, il n'y a pas une bonne intégration des lieux de travail, des lieux de repos et des lieux de loisirs. C'est pour cela que Diamniadio, pour désengorger Dakar, sera une ville multifonctionnelle où il y aura une bonne intégration des lieux de travail, des lieux de loisirs et des lieux de repos. Maintenant, en plus de cela, le gouvernement a mis en place, a élaboré des documents de planification urbaine dans un très grand nombre de villes. Il y a eu des schémas directeurs d'urbanisme, des plans directeurs d'urbanisme et des plans d'urbanisme de détail qui sont élaborés dans un très grand nombre de villes pour mettre en place des trams pour accueillir les nouveaux habitants. Voilà, les nouveaux habitants. Très bien. En plus de cela, oui. Il y a un programme de 100 000 logements qui a été initié par le président de la République et le ministère de l'Urbanisme a mis en place une commission pour réaliser ce projet. D'ailleurs, demain, il y aura au Radisson la restitution des travaux des commissions de ce projet de construction de 100 000 logements. Très bien. Alors, Eliman Sall, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association pour la défense des locataires. Quel est votre sentiment par rapport à cette journée mondiale de l'habitat et par rapport aux objectifs visés, notamment la contribution des technologies de pointe dans la gestion durable des déchets, afin de réaliser, et ça c'est l'objectif durable, des villes inclusives, sûres, résilientes et durables. J'imagine que vous appréhendez cet événement sous l'angle des locataires et de la question de la location dans nos villes. Quel est votre point de vue là-dessus ?
Je pense que, Souleymane, merci beaucoup. Cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat et rappelle également à la communauté internationale sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. Et si on ramène le problème au Sénégal, particulièrement dans la région de Dakar, effectivement, le cadre de vie, l'habitat n'est pas des meilleurs. Donc, du coup, c'est une interpellation à la communauté internationale, mais particulièrement aux autorités de ce pays, pour qu'enfin, nous puissions avoir un cadre de vie décent et que chaque citoyen puisse accéder à un logement, ce qui est un droit fondamental pour tous. Ce qui est aujourd'hui noté, c'est qu'on a parlé de politique de logements sociaux, mais les problèmes rencontrés au niveau de la capitale, qui est Dakar, ne doivent plus se faire vivre dans les pôles urbains que sont Diamniadio et les Lac Rose. Donc je pense que l'État doit prendre en charge les questions de voirie, les questions de tout ce qui est canalisation et urbanisation pour qu'enfin l'on puisse vivre dans des villes vraiment dignes de ce nom. Est-ce que au regard de l'expérience à Diamniadio, vous pensez qu'on en prend le chemin? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que entre ce qui est dit et ce qu'il y a sur le terrain réellement, si on voit qu'à Diamniadio, il y a des parties qui sont inondées après la pluie, si on voit qu'à Diamniadio, il y a des constructions aujourd'hui qui sont dans un sol, qui sont construites sur le sol argileux, je pense qu'effectivement, on n'a pas pu tirer les leçons de ce qui se passe actuellement à Dakar. Normalement, avant toute implantation de bâtiments, on devrait travailler sur la voirie, la canalisation, l'évacuation des eaux usées, des eaux de pluie. Et tout ça, je pense que ça n'a pas été sérieusement pris en charge avant l'installation de ces bâtiments-là que vous voyez pousser comme des champignons au niveau de Diamniadio. Alors, M. Nicolas Ndiaye, président de la commission urbanisme, habitat, équipement et transport à l'Assemblée nationale, je le rappelle. Qu'en est-il des autres villes du Sénégal, puisqu'il n'y a pas que Dakar? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que Dakar. Mais quand même, Dakar, comme je l'ai dit, regroupe un quart de la population et Dakar étouffe. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Mais l'existence, tout simplement, le fait de penser tout simplement à désengorger Dakar et à mettre en place des pôles urbains, Diamniadio, Lac Rose, Daga-Kholpa, etc., où il y a une dizaine de pôles urbains, à mon avis, c'est une bonne chose. Maintenant, le gouvernement est en train de tirer les leçons de l'expérience et la liaison est très mauvaise. Un programme d'assainissement, d'évacuation des eaux usées, etc. C'est vrai, Diamniadio, il y a un sort argileux. Ça, c'est une donnée, mais des techniques, des mesures techniques sont en train d'être prises pour mettre en place des immeubles, des logements solides et qui ne seront pas très chers. Maintenant, il y a aussi le développement des villes secondaires. Le ministère de l'Urbanisme a un projet de développement des villes secondaires. Partout où il y a des villes qui ont un urbanisme galopant, il y a une planification qui est prévue, comme je l'ai dit tout à l'heure, des schémas de directeurs d'urbanisme, des plans directeurs d'urbanisme et des plans d'urbanisme de détail. Merci à vous. Autrement dit, tout n'est pas parfait, mais des efforts réels sont en train d'être faits par le pouvoir en place. Merci à vous, Nicolas Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le président de la commission urbanisme, habitat, équipement et transport à l'Assemblée nationale. Le dernier mot à vous, Eliman Sall, président de l'association pour la défense des locataires. En attendant que tous ces plans soient réalisés dans les villes secondaires et dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose et de Daholpa, quelles sont vos préconisations pour que le cadre de vie à Dakar soit amélioré? En attendant que tout ça se mette en place, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que Dakar soit justement la ville dont on rêve, la ville ouverte, multiculturelle, durable et sûre?
Voilà, je pense que, M. Niang, vous l'avez soulevé. Alors, je pense que Dakar, aujourd'hui, doit servir d'exemple pour les nouveaux pôles. Je pense que les problèmes que nous rencontrons à Dakar datent d'il y a très longtemps. Et on devrait normalement, avant d'ériger toute nouvelle habitation, avant que les promoteurs ne terrassent des mètres carrés pour faire habiter les gens, se servir des problèmes qui se sont passés à Dakar pour pouvoir aménager les nouvelles zones. Et si je dis cela, je pense à ces nombreux promoteurs immobiliers qui font un terrassement sans tenir compte des voiries, qui font un terrassement sans tenir compte des normes d'habitat. Parce que s'il y a, en termes de loi et de charte et de papier, en général, le Sénégal n'en souffre pas. Mais nous, notre principal problème, c'est l'applicabilité de ces textes et de ces lois-là. Donc, il faudrait que le gouvernement fasse attention à cela pour que les problèmes qui sont vécus à Dakar ne le soient pas dans les pôles urbains que sont Diamniadio, Lagos et autres. Merci à vous, Elimane Sall. Merci à tous les deux d'avoir pris part à notre rubrique Point de vue. À 12h45, c'est la fin de ce grand journal. Je vous remercie de l'avoir suivi.